va financer des programmes en matière, par exemple, de droit à l'éducation pour les jeunes filles dans certains pays développés ou autres. Voilà, qu'est-ce qui est finalement une vision très holistique de ce que fait l'entreprise en faveur de la parité. Du coup, aux États-Unis, ça a fait une sorte de déclic, en fait, où nos clients, les clients de la plateforme, sont à la fois les consommateurs à travers une appli qui permet de scanner les produits et d'avoir une note, mais également les entreprises, parce qu'en fait, tout l'intérêt était de pouvoir les benchmarker entre elles. Et pourquoi j'ai trouvé qu'il y avait une véritable valeur à transposer un outil pareil en Europe? Parce que finalement, les critères que l'on a choisis sont des critères quasi universels. Ce qui change après, c'est la note qu'on attribue à chaque critère et qui finalement permet d'intégrer les différents niveaux et modalités dans chaque pays par rapport aux lois, par exemple, ou même à un fait très culturel. Mais l'intérêt, c'était d'avoir une plateforme qui permette de réunir l'ensemble de la donnée de manière très transparente, très claire, en faveur de la parité. Et d'où l'intérêt, en fait, de le déployer en Europe et en France à partir de début novembre. Voilà. Et on l'attend avec impatience. Encore un mot, s'il te plaît, Jeanne. Tu es aussi à la tête d'une société en conseil en marketing digital. Et j'aimerais juste savoir comment tu fais pour te servir de l'algorithmique, de la data, hein, pour faire passer l'information de ces sociétés que tu as autour de toi, qui sont tes clients. Comment tu fais pour les valoriser avec tous les outils numériques qu'on a développés ces dernières années et qui sont encore de plus en plus performantes? Alors, il y a déjà, quand on parle d'algorithmique et d'éthique, c'est un sujet très particulier, parce que c'est vrai qu'il y a immédiatement en fait, deux biais qu'on voit des biais algorithmiques. Un, le fait que ça va reproduire des discriminations qui sont déjà en lieu et en place, et également que ça finalement va créer de nouvelles inégalités. Pourquoi? Parce qu'on va partir de sets de data qui ne sont pas forcément représentatifs d'une société. En fait, donc tout l'enjeu, ça va être à la fois d'adresser des messages très segmentés, très finalement customer design, en fait, mais en même temps en intégrant des sets de data clairs, le plus large possible, où on aura quelque part effacé tout l'aspect dimensionnel qui est quelque part très reproductif de biais de la data. Et ça, c'est un vrai travail qu'il faut faire avec les entreprises dès le départ, dès qu'on construit des algorithmes. Et finalement, il faut trouver toujours un juste milieu entre le customer design et l'éthique design. Mais ça vient quelque part aujourd'hui avec la maturité des entreprises à utiliser mieux des algorithmes, en fait. Tout à fait. Je préfère toujours voir les choses de manière très positive en me disant que ça ne fera que s'améliorer. Tu as raison Jeanne, merci. Donc Claire, quel challenge maintenant d'arriver et de voir, alors on n'a pas encore vu Noël avec sa plateforme Zei, mais quel challenge d'arriver là après des startups aussi engagées, en quête de sens. Vous êtes la représentante du grand groupe, et du grand groupe marseillais bien évidemment. Qu'est-ce que c'est quoi les attentes de vos clients? Qu'est-ce qu'ils attendent d'un grand groupe comme le vôtre? Je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais répondre à la question, qui sont nos clients? Tout à fait. Qui sont vos clients? Qui sont les clients de CMA CGM? Parce que ça paraît un peu lointain. Mais en fait, c'est vous tous et toutes, c'est nous tous et toutes, parce qu'on porte tous, on mange tous, on est équipés tous d'au moins un bien qui, à un moment de son parcours, s'est retrouvé dans un container. Donc, on est tous des clients, même si c'est indirectement, parce que nous sommes une entreprise de B2B. Par contre, nos clients qui sont, par exemple, les grands groupes qui vous vendent les biens de consommation, les grands groupes de la distribution, les Ikea, les Nestlé, les Schneider Electric, etc., sont les clients directs de CMA CGM. Donc, on l'a dit, entreprise marseillaise, mais acteur mondial, un des leaders mondiaux du transport maritime de containers et de logistique, mais qui a aussi l'ambition d'être parmi les leaders de la transition
énergétique, de la décarbonation du secteur du transport maritime. C'est l'ambition de notre chairman et de notre PDG Rodolphe Saadé, qui l'affirme très fort, et j'ai la chance de piloter cette fonction complètement transversale dans l'entreprise, qui adresse 3 grands enjeux. Celui qui nous occupe aujourd'hui, allons vers un commerce responsable, et donc travaillons avec nos clients, nos fournisseurs, un ensemble de parties prenantes pour rendre ça possible. On s'est fixé une espèce d'objectif, on va dire chapeau, un grand objectif qui est d'être neutre en carbone en 2050. Dans une société comme la nôtre, qui a une taille gigantesque, qui est présente dans 160 pays dans le monde, qui a 546 navires qui sont sur les océans à l'heure où je vous parle, qui a plus de 400 entrepôts, on est à une grande échelle. Et donc, on laisse une trace sur les océans ou à terre. Cette trace, il faut qu'on la réduise au maximum, donc on réduise notre empreinte carbone pour être carbone neutre en 2050, mais on a d'autres engagements. Donc, on a ce deuxième grand enjeu autour de l'environnement, à la fois agir pour le climat et préserver, protéger, restaurer la biodiversité, et notamment la biodiversité dans les océans. Donc on est en train de déployer un plan vraiment ambitieux sur ce domaine, parce que justement, on a comme responsabilité de réduire au maximum notre empreinte carbone et notre empreinte sur la biodiversité. Le 3e volet va intéresser quelqu'un comme Jeanne et autres, c'est qu'on a aussi un volet autour des enjeux humains, des enjeux sociaux, à la fois vis-à-vis de nos salariés, et les enjeux de diversité sont très présents dans notre politique également. Donc on pourrait très bien utiliser le Gender Fair Index. Et puis on a aussi une responsabilité vis-à-vis des communautés, c'est-à-dire des territoires dans lesquels on est présent et où on agit de manière très quotidienne à travers des programmes RSE ou des programmes de philanthropie. Et tout ça, au fond, pourquoi on le fait? Et pour revenir à la question de départ, c'est parce qu'on sent que de plus en plus, les clients que vous êtes, à travers nos clients, les grandes marques pour lesquelles on travaille et que vous consommez, sont de plus en plus demandeurs de ça, et c'est une bonne chose. On a d'un côté des obligations réglementaires qui aident aussi les entreprises à s'inscrire dans ces trajectoires de décarbonation, de meilleure prise en compte de la diversité ou des enjeux d'éthique et de conformité, mais des citoyens, des consommateurs qui interpellent les marques, indirectement nous interpellent aussi, et c'est ça l'écoute que l'on vous doit d'une certaine manière, et c'est ça qui nous permet de construire nos feuilles de route, notamment pour la neutralité carbone. Claire, grosse société, gros impact? Grosse société, gros impact, grosse responsabilité, mais du coup un engagement, j'ai envie de dire, je le disais, de notre président, mais finalement de tous les patrons de pays, de tous les salariés qui sont de plus en plus attachés. Au fond, ils sont à la fois des consommateurs aussi, et eux sont aux premières loges pour dire, mais ça, on pourrait changer ces pratiques-là. On est vraiment dans un programme de transformation. C'est le challenge qu'on a tous à relever. Tant mieux Claire, ça présage de bonnes choses pour 2031. Donc Noël, tu as une plateforme RSE, donc tu accompagnes les entreprises pour qu'elles soient plus responsables, du côté de la société, de l'environnement. Vas-y, raconte-nous comment ça se passe. Parce que avec Claire, vous êtes quand même très, très liés dans vos fonctions. Elle a fait une partie de mon intro, donc ça va être assez simple. Mais très, très concrètement, pour comprendre qui sont nos clients, il faut comprendre aussi le problème auquel on s'attaque. Et ce problème, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui, c'est que ça fait 50 ans on sait qu'il y a une urgence climatique, qu'il y a une urgence sur la biodiversité et sociétale. Et ça fait 50 ans que les émissions de carbone continuent d'augmenter, que les inégalités se creusent. Et donc on n'arrive pas à le résoudre. Et quand on creuse un petit peu dans le problème, on se rend compte qu'on a d'un côté justement tous les consommateurs, tous les talents, les candidats et même les investisseurs maintenant qui veulent avoir de l'impact,
qui veulent mieux consommer, travailler avec du sens. Mais ce grand public n'a aucun moyen aujourd'hui de comprendre et de comparer ce que font les entreprises. Et de l'autre, on a la grande majorité des entreprises qui veulent se transformer, déjà parce qu'elles sont conscientes en interne qu'il y a des soucis quand même, hein, mais aussi parce que la grande majorité des consommateurs veulent mieux consommer, donc il y a un intérêt commercial, il y a un intérêt RH, il y a un intérêt aussi pour attirer des fonds. Mais les marques ont deux grands freins très structurels qui bloquent leur passage à l'action. Le premier, c'est qu'elles ne savent absolument pas quoi faire. Quels sont mes critères, quels sont mes enjeux? Parce que quand je suis dans le transport maritime, mes enjeux n'ont rien à voir avec le textile, le numérique, le transport ou la banque. C'est à chaque fois des enjeux un peu différents, et à part avoir des experts en interne ou faire appel à des experts externes, on n'a pas de solution. Et donc 90% des entreprises ne savent pas par où commencer sans payer 10 000, 20 000 euros dans leur démarche. Et le pire, c'est que quand on met du temps et de la ressource dans sa démarche d'impact et RSE, il n'y a pas vraiment de moyen de le faire savoir. Il y a des labels réservés aux entreprises qui sont déjà à impact, mais qui sont trop peu connus, et des rapports RSE qui, désolé, hein, mais ne sont pas lus, même pas en interne, en général. Et donc, il n'y a pas d'outil justement héroïste pour le montrer aux consommateurs, à mes parties prenantes, et avoir un retour sur investissement commercial et RH. Et ça freine l'action chez les entreprises. Donc, notre cible principale, c'est les marques, qu'on va accompagner dans leur démarche de A à Z. Déjà, pour comprendre leurs enjeux et mesurer leur impact, on a développé un algorithme et une matrice qui est unique au monde et qui est utilisé aujourd'hui par des dizaines de cabinets de conseil et même par le ministère de la Transition, qui est capable d'identifier pour chaque entreprise tous les critères d'impact et RSE importants, sans aucun critère non pertinent. Et tous ces enjeux, ces critères vont être pondérés, priorisés par rapport à l'importance de l'enjeu pour le secteur d'activité. Et ça, c'est libre et ça prend 3 minutes. Donc dès l'inscription, je sais exactement quoi faire, je peux mesurer là où j'en suis sur chacun d'entre eux. C'est validé en interne sur justificatif. J'ai accès via la plateforme Zeil à une boîte à outils pour piloter, progresser dans ma démarche au quotidien. Et surtout, j'ai un profil public Zeil, une vitrine digitale, avec tous mes critères, mes objectifs, ce que je fais de bien, ce que je ne fais pas, que je vais pouvoir dévoiler et partager aux consommateurs, aux clients, donc sur mes réseaux sociaux, mais aussi avec des QR codes que je vais intégrer à mes produits, dans mes bureaux, sur mes packaging, pour qu'à n'importe quel moment, mes parties prenantes puissent enfin comprendre ce que je fais et me comparer avec mes concurrents dans les classements d'activité. Donc on a cible principale, c'est les marques, mais on a aussi le grand public qui va être la cible finale et la cible de la communication de ces profils Zeil. Je voulais juste rajouter que c'est absolument essentiel d'avoir ce type d'outil parce que quand vous voulez définir une trajectoire de progrès, vous avez besoin d'outils fiables, de mesures et facilement accessibles. Et cet outil-là, il peut être utile pour des parties prenantes externes, des entreprises, mais également en interne. Parce qu'en fait, ça peut servir de boussole pour justement se définir ces grands jalons par lesquels on va passer pour améliorer tel ou tel aspect. Exactement, parce qu'on a parlé des consommateurs, mais en interne, les salariés sont aussi très motivés par l'impact. C'est même passé devant le salaire dans les causes de motivation des collaborateurs. Et c'est 2 tiers des jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Donc il y a un intérêt tout simplement fou. Et nos QR codes sont intégrés dans les bureaux des marques et sur les points de vente pour que les salariés, en un scan de QR code, puissent accéder justement à ce que fait la marque, mais surtout les objectifs, là où elle veut aller, avec toujours des critères relatifs, jamais en absolu, sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Tout à fait. Donc si j'ai bien compris, si j'ai bien tout retenu, si nous avons bien retenu, aujourd'hui, on est en train de voir une scission entre les entreprises qui valent le coup et qui mettent la main à la pâte et les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est le rôle de l'image, finalement, qui change ? Est-ce que c'est une scission ? On fidélise des clients parce qu'il y a un sens derrière l'entreprise ? Comment vous le vivez, vous ? Qui veut commencer ? Vas-y. Non, moi j'allais dire que je m'adresse pas forcément à des personnes qui sont déjà sensibilisées à consommer éthique, dans le sens où, bien sûr, quand je parle de ces arguments-là, j'ai des clients qui correspondent déjà à ces valeurs, mais du nom de ma marque qui est Cagole Nomade, on voit pas derrière forcément le côté green ou le côté upcyclé. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que chez moi, vous êtes obligé de consommer de manière responsable. Donc j'ai même des clients qui n'achètent que chez Zara, H&M, qui vont acheter chez moi et qui du coup vont se taper le petit pitch pédagogique de pourquoi ça coûte un peu plus cher que chez H&M et chez Zara. Donc c'est intéressant aussi de voir que on peut aussi attirer des clients qui sont, en ayant un positionnement justement de marque qui n'est pas que sur l'éthique,
mais qui prône aussi d'autres valeurs ou qui a un côté impertinent, un peu décalé, on peut aussi emmener d'autres personnes avec nous dans une consommation plus durable. Ça fait partie de ton ADN, de ta marque. Voilà, c'est exactement ça. Peut-être pour compléter sur la scission entre les différents types d'entreprises, justement, pour moi, il y en a 3. Donc, dans les 3000 entreprises qu'on accompagne, on a une grande partie qui sont des entreprises à impact. Ce qu'on appelle les entreprises à impact, c'est celles qui ne vont pas se limiter à la RSE, mais qui vont aussi transformer leur modèle d'affaires. Et là-dessus, ce sont les entreprises qui croissent le plus vite en général. Un exemple, un chiffre, le marché de seconde main et du reconditionnement augmente 24 fois plus vite que le marché du neuf. Dans la high-tech, dans le textile, dans un peu tous les secteurs. Donc les entreprises à impact, celles qui transforment leur modèle, sont celles qui vont aller le plus vite et qui vont bouffer les marchés, attirer les talents et les investisseurs. Ensuite, on a un deuxième type d'entreprise, c'est celles qui sont encore la RSE. C'est réduire l'empreinte de leur activité, la consommation d'eau, d'énergie, le tri des déchets. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui qui intéresse les consommateurs et le grand public. Et elles vont devoir se mettre à l'impact pour ne pas finir comme la troisième catégorie, qui sont les boîtes qui n'ont rien compris et qui seront mortes dans 10 ans. Ah, tu penses que ça peut conduire jusqu'à la mort? Tu penses? C'est ton avis, mais il faut avoir des avis dans la vie. Leurs clients, il y a certaines qui vont survivre, mais ils vont perdre de l'ampleur par rapport aux autres. Tu penses donc que le poids de la prise de conscience va en s'en accélérant et que celles qui ne rentrent pas dans le moule vont périr? Claire? Moi, je suis convaincue que la prise de conscience est là, mais que, en effet, certaines entreprises sont mortelles. J'ai envie de faire le parallèle entre, on a connu les dernières années la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, et c'est pas depuis aujourd'hui, hein, certaines entreprises ont démarré il y a déjà bien longtemps, mais en tout cas, la transition, la transformation environnementale, sociale et sociétale, elle est de plus en plus réelle et j'ai envie de faire ce parallèle. Il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas pris le virage digital. On cite tout le temps l'exemple de Kodak. Voilà, Kodak est une marque qui n'existe pas. Donc oui, je pense qu'en effet, des entreprises qui refuseront ou qui ne se donneront pas les moyens de cette transformation risquent effectivement de mourir. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une telle attente de la société, que ce soit d'ailleurs les politiques, les gouvernements, les ONG ou les citoyens, les consommateurs, que vraiment le mouvement est là et moi je suis assez optimiste. J'ai vu dans d'autres secteurs, puisque je viens plutôt de l'automobile, des transformations énormes auxquelles personne ne croyait, personne n'imaginait en 2000, quand on a commencé à travailler sur la propulsion électrique, qu'en 2035, eh bien, il n'y aurait plus de véhicules diesel. Tout le monde me disait, mais ce n'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible. Eh bien, ce mouvement-là, toutes les entreprises vont le faire, mais voilà, moi je suis optimiste. Tant mieux, tant mieux. Jeanne? Pour compléter, effectivement, on voit quelque part un changement de dynamique où aujourd'hui, la société et les enjeux qui animent la société drive quelque part l'image de marque. Et je prendrai un exemple aux États-Unis qui est très parlant, qui est la marque Allbirds, qui est une marque de basket que vous connaissez peut-être. Qui a connu des chiffres et une croissance fulgurante avec un positionnement à impact très marqué dans toutes les chaînes de production. Et c'est vrai que là, elle va vers une IPO et une cotation sur les marchés avec un angle d'attaque qui est inédit quelque part, qui est une IPO à impact et qui pose dans le document de référence des critères d'impact, de respect de critères ESG. Et c'est la première fois qu'on voit ce tel cas finalement d'IPO et de référence. Et je pense que quelque part ce qui traduit ce mouvement, on le voit bien aujourd'hui sur les marchés, où quand vous êtes une entreprise qui arrivait à prouver, pas uniquement dans le déclaratif, mais à prouver que vous êtes dans un mouvement de transformation pour changer votre business model et être à impact, vous trouvez beaucoup plus facilement des financements que quand vous ne l'êtes pas. Donc finalement, tous les indicateurs sont quelque part au vert, pour ne pas dire au rouge. Mais voilà. Très bien, très bien. Je t'en prie. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est juste je partage vraiment le constat que d'ici 10 ans, il y a des entreprises qui seront mortes de ne pas avoir fait cette transition. Aujourd'hui, ça peut paraître lunaire parce qu'effectivement, nous, en tant que consommateurs, on voit bien qu'on a parfois du mal
à se dire ok, bah, j'ai 3 produits au supermarché, lequel j'ai envie d'acheter. Et c'est vrai que les plateformes comme Zay, on parle souvent de Yuka dans la grande distribution, etc. Genderfair, exactement, tous ces nouveaux outils et toute cette nouvelle façon de communiquer et de mesurer l'impact. C'est le jour où ces standards s'imposent, la transition elle est inéluctable. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est émergent. Je pense qu'effectivement le parallèle avec la voiture électrique est intéressant parce qu'effectivement on n'imaginait pas comment on va faire la recharge, déployer toute cette infrastructure, comment ça va se passer, etc. Et on voit une fois qu'on a construit les briques qui permettent en fait un écosystème de se constituer, d'un seul coup le mouvement il va très très vite, ça s'accélère et ça devient fulgurant et ça peut se passer je pense beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Ouais. En fait, toutes les innovations suivent à chaque fois une courbe exponentielle. Au début, ça va très lentement, et ça va plus lentement que ce qu'on pensait ou imaginait. Et dès qu'on passe le point de bascule, ça va beaucoup plus vite que nos rêves les plus fous. Ça fait une courbe en S, et donc il ne faut pas s'étonner si dans 10 ans, voilà, beaucoup de boîtes vont... Ouais. Ah, oui, et bon, pour faire un peu de physique, l'impact, on peut l'apprécier que si on le mesure. Donc, en effet, tous les produits que vous proposez là sont en effet extrêmement importants pour nous consommateurs, pour nous publics, pour nous entreprises. Et je crois que c'est une... Est-ce que j'ai une question, je devais pas la poser, mais je vais la poser, tant pis. Est-ce que le Made in France, c'est vraiment dans les mœurs? Est-ce que c'est vraiment un gage de qualité? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du Made in France? On se tourne vers moi. Allez, vas-y. Pour moi, c'est pas le premier critère le plus à impact, dans le sens où beaucoup d'entreprises peuvent être étiquetées Made in France alors que 40% du produit ont été faits en France. Donc clairement, il faut se méfier. Moi, je serais plus tendance à dire que c'est l'upcycling, forcément, qui est plus à impact parce que finalement, on se sert directement de ce qu'on a et on permet aussi à grande échelle, à force, de récupérer des déchets, donc moins de déchets, plus de produits, etc. Donc non, moi je suis plus partisane de l'upcycling. Bien sûr, Made in France, mais Made in Portugal, pourquoi pas, mais pas plus loin, ça c'est sûr. Après, pour moi, voilà, c'est d'autres critères qui rentrent en compte. Il n'y a pas que ça, il y a le droit des salariés, il y a comment ça se passe en interne. C'est pas parce que c'est en France que les droits sont forcément respectés. Faut être beaucoup plus attentif à plusieurs critères, selon moi. C'est ça, il faut peut-être réglementer. Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce sujet Made in France. Sujet compliqué. Est-ce que ça vous fait avoir des clients d'être Made in France? Alors, c'est effectivement un sujet très compliqué. Nous, je peux partager un peu notre expérience. Donc, dans la mobilité, dans la micro-mobilité, on fabrique des vélos. D'accord ? Aujourd'hui, des vélos Made in France, ça n'existe pas. Il y a des vélos avec écrit Made in France dessus, mais c'est vrai qu'on est dans cette histoire de je fais l'assemblage et les 3 derniers coups de tournevis. Et finalement, presque, ça détruit un peu la confiance que les consommateurs ils ont dans ces produits. Et la réalité, les éléments qui sont impactants sur la qualité du produit, ils ne se décident pas sur le territoire français. Ce n'est pas à l'assemblage que la qualité du produit elle va se faire. D'accord, c'est à un moment où on va construire les éléments structurants du produit, et ça malheureusement c'est pas sur le territoire. Et donc ce sujet du Made in France, je pense qu'effectivement il est compliqué. En revanche, moi ma conviction personnelle, c'est qu'il va être déterminant dans la durée. Je parlais hier avec un élu de la mairie qui disait, je pense absolument justement, un territoire peut pas se développer correctement avec 35% des jeunes au chômage. Donc c'est vrai qu'en fait le Made in France, il va avoir finalement l'aspect en fait de la relocalisation de la production et de la capacité finalement à créer des emplois et finalement à partager ces nouvelles richesses équitablement sur le territoire. Je pense que c'est quelque chose qui va être déterminant dans le futur. On a vécu dans le rêve de l'Europe des cerveaux où on va faire de la conception, délocaliser toutes les capacités de production. Ça a marché dans les années 80-90 à l'époque où les niveaux de vie dans les pays asiatiques étaient très faibles. Je tiens à dire quand même qu'entre 2010 et 2020, le salaire médian en Chine a quand même triplé. On ne parle pas de doubler, on parle de tripler. Il y a plus d'une dizaine de villes en Chine où le salaire moyen est supérieur à celui de Marseille. C'est des villes qui font 20-25 millions de personnes. D'accord ? C'est plusieurs fois la population de la France où les gens vivent mieux que nous.
Et donc en fait, aujourd'hui, cet argument du coût, il n'est plus là. Aujourd'hui, on a perdu finalement des savoir-faire. On n'est plus capable réellement de justifier du fait que la conception doit être sur le territoire. Étant éloigné des capacités de production, on n'innove plus finalement et on n'est plus capable de produire les meilleures qualités et les meilleurs prix parce qu'on ne sait pas comment les choses sont fabriquées. Et donc en fait, je pense que réellement, l'enjeu du Made in France, il est tout juste en train d'émerger. Et je m'attends effectivement à voir se relocaliser tout un tas d'outils de production qu'on a vu partir il y a quelques années. On l'a vu de manière un peu douloureuse pendant la période du Covid d'ailleurs. Et je pense que je rajouterais à ce que vous dites les enjeux d'indépendance et de souveraineté. Tout à fait. En tout cas, la France était heureuse, je crois, d'avoir un acteur du transport maritime et de la logistique pendant cette période-là. Mais oui. Et d'ailleurs, on a pu participer à l'effort pour aller transporter ce dont nous avions besoin, des vaccins, des masques, etc. Ça fait aussi partie des enjeux forts. Et 2030, puisque c'est quel consommateur en 2030, probablement qu'on va, et on regarde ça déjà de très près à CMA-CGM, observer des mouvements de régionalisation. Voilà, de ramener des capacités de production, de les répartir un peu mieux dans le monde. Mais ce type de la logistique qui est absolument essentielle, puisque c'est vraiment le flux entre un producteur, où qu'il soit, et le consommateur final. Eh bien, on va probablement observer ce genre de mouvement. En tout cas, nous, on se prépare à ce type de grands mouvements tendanciels. Très bien. Simplement pour compléter, mais très rapidement, sur le Made in France, il y a 3 gros enjeux, 3 gros intérêts. Le premier, c'est en effet l'ancrage territorial, pour tous les aspects sociétaux que ça amène. Et il y a 2 enjeux environnementaux. Le premier qui couvre toutes les industries, c'est l'énergie. On a l'électricité, une des plus bas carbone au monde. Donc faire une industrie en France, c'est mieux que de la faire en Pologne, par exemple. Donc là, il y a un intérêt purement climatique. Il y a aussi un intérêt sur les transports, de ne pas onboarder, en tout cas se faire livrer de l'étranger ou de très loin, mais cet intérêt, il n'est pas réel dans tous les secteurs d'activité. Dans l'alimentaire, le transport, c'est moins de 8% d'impact carbone. Dans le textile, c'est encore moins. Par contre, dans le mobilier Ikea, vu qu'on est sur des gros volumes qui pèsent lourd, ou les véhicules, là, c'est un intérêt, parce que l'empreinte du transport, en quelque sorte, va être beaucoup plus importante que pour les produits beaucoup plus légers. Très bien, très bien. Donc le Made in France... Selon vous, Jeanne, un mot peut-être sur le Made in France? Vraiment, pareil, très rapide. Et en fait, finalement, le Made in France est un point d'une vision plus globale de l'entreprise et de son rôle sur les territoires, quelque part, et ce qu'on attend d'une entreprise. Et c'est vrai que finalement, il faut créer un maillage très fort entre à la fois les pouvoirs publics, les universités, les entreprises, pour répondre quelque part à chaque spécificité d'un territoire. Tout à fait. Tout à fait. Donc on va rentrer pour ces quelques dernières minutes dans quelque chose d'un peu plus tech. Alors tech de mon secteur, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans vos métiers, est-ce que vous l'utilisez pour véhiculer justement votre éthique, votre façon de faire plus green, l'upcycling? Est-ce que ces outils-là, ils vous servent au quotidien, ou on retourne finalement au toc-toc, au bonjour, à l'explication, à la pédagogie? Comment on marie une société comme les vôtres, finalement, à ces technos qui sont finalement très hermétiques au contact? Alors, ça dépend de quoi on parle dans la tech, parce qu'il y a tech et il y a tech. Il y a la tech à impact, Too Good To Go par exemple, qui permet de réserver un plat et le commander avant qu'il soit jeté. On utilise un petit peu de serveur, mais l'impact est vraiment ridicule, pour sauver des repas, et donc on parle de millions de tonnes de CO2 qui sont évitées. De l'autre côté du spectre, on va avoir des perches à selfie, où là clairement il y a zéro intérêt, et ça pollue pour pas grand-chose, et ça prend des ressources rares. Donc la tech, c'est pas un souci en soi, c'est un outil. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Donc nous, on est dans la tech, et grâce à la tech, on démocratise l'impact pour le rendre accessible à tout le monde. Il y a aussi nos propres enjeux de serveurs. Il faut faire gaffe aux sobriétés du serveur, quel type d'énergie ils vont utiliser. Mais il y a les ressources, quel type de PC on utilise, les ressources rares et ainsi de suite. Mais l'impact de la tech, quand il sert à l'impact, comme pour toi, il est ridicule par rapport à l'impact positif que ça peut générer derrière. Tout à fait. Le mail vs le courrier, par exemple. La question était plus, tu parles toi dans ta plateforme d'un algorithme unique
Donc tu te sers finalement de l'outil algorithmique, c'est de plus de ça, de la data, de tout ce qu'on a entendu parler de ces 10 dernières années où celui qui faisait pas de la data, il était nul. Donc maintenant, comment vous l'utilisez pour promouvoir, pour parler à vos consommateurs? Comment vous l'utilisez aujourd'hui, la tech? Nous, c'est vraiment au cœur de la plateforme. C'est grâce à la tech qu'on évite de faire appel à des cabinets de conseil qui vont coûter 1 000 € par jour pendant des jours, des semaines ou des mois, et qu'on est capable d'utiliser la tech pour faire ça gratuitement. Et donc de rendre l'accès à l'impact à toutes les entreprises. Et derrière, la communication des marques. Sinon, on a des armées de personnes qui travaillent, le coût est démultiplié, et donc ça reste réservé aux grands comptes et pas à l'ensemble des entreprises. Et le grand public... Donnons la parole aux grands comptes. Au grand compte. Alors, moi, je dirais 2 choses. D'abord, pour mener à bien cette transition vers zéro carbone dans le maritime, on a besoin de technologies innovantes qui aujourd'hui n'existent pas complètement. On a fait le choix chez CMA-CGM de navires au gaz naturel liquéfié qui représentent déjà un progrès en termes d'empreinte carbone pour la partie transport maritime, qui, deuxièmement, a la capacité d'accepter des biogaz, des biométhanes, et qui, quand les technologies seront matures, elles ne le sont pas aujourd'hui, sera en capacité de souter des méthanes de synthèse. Et là, on sera dans du zéro émission. Donc, on a devant nous, dans quelques années, la capacité à avoir des transports maritimes zéro émission. Ça, grâce aux technologies, à la fois sur nos navires et les progrès que vont faire les énergéticiens. Donc, de la technologie, on en a besoin. On regarde aussi des technologies de rupture. Rajouter de l'assistance vélique, regarder comment on pourrait intégrer une part d'hydrogène. Tout ce genre de choses, c'est de la technologie. Et le deuxième aspect, c'est la tech au sens digital du terme. Eh bien ça, on en a besoin. Parce que pour mesurer tout ce qu'on a à faire, on est équipé chez CMA-CGM de centres qu'on appelle des fleet centers, c'est-à-dire des centres qui suivent en permanence les 550 navires qui naviguent autour du globe. Donc on sait exactement où ils sont. On peut d'ailleurs leur donner des recommandations pour prendre des routes plus efficientes, moins consommatrices et donc moins émettrices. Donc là aussi, on a besoin de cette tech digitale pour au quotidien travailler là-dessus et puis pour aussi mesurer, rapporter, rendre compte à l'ensemble de nos parties prenantes de ce que l'on fait. Donc oui, enfin moi je suis vraiment une fan de tech déjà et je suis convaincue que ça doit nous apporter beaucoup. Après, il y a ce qu'on peut utiliser pour travailler mieux avec nos clients. Nos clients, ils nous demandent des rapports sur les bilans au trajet ou au mois ou à l'année. Là aussi, on a besoin du digital pour faire tout ça. Bon, je suis contente de servir à quelque chose, du coup. Jeanne, je t'écoute. Oui, nous, aux États-Unis, on a une plateforme qui a été... où on s'est fait accompagner par IBM, qui était un de nos partenaires, qui est une plateforme qui nous permet à la fois de collecter de la donnée en toute sécurité, venant des entreprises, et également de pouvoir la tracer et de pouvoir la communiquer à d'autres entreprises en toute sécurité en fonction de différentes segmentations. Et c'est vrai que finalement, je trouve que l'aide de la tech et de différentes catégories de produits ou même d'outils permet une plus grande transparence pour le consommateur et les citoyens, qui est incroyable. Et tout l'enjeu de demain, et à mon avis qui fera vraiment évoluer et nous rendre plus matures dans nos attentes en tant que citoyens, ça va être la capacité à pouvoir échanger de la donnée entre différents univers, que ce soit des entreprises, des administrations publiques, des pays. Et c'est vrai que tout ce transfert de données sécurisées, grâce à différentes techniques qui vont être ou des tokens synchronisés, ou de la blockchain, autres, vont être un atout et qu'il faut bien regarder. Et finalement, sûrement, aujourd'hui, on est aux prémices de l'utilisation de cette tech pour des plateformes en B2C. Je pense que l'étape d'après, qui va être l'étape en B2B, va être incroyablement, on va dire, riche et novatrice. Ouais. Tout à fait. Et alors, ouais, je pense que je suis 100% en ligne avec ce qui vient d'être dit, et j'irai même un peu plus loin. On disait tout à l'heure que peut-être dans 10 ans, des entreprises mourront du fait qu'elles n'ont pas fait cette transition et intégré l'impact dans leur démarche. Et la raison, ce sera la data. C'est ça finalement le fond de ta question. C'est est-ce que la data, c'est vraiment clé ? Et le fond, c'est
on peut avoir une démarche impact à petite échelle sans data. Et je pense que c'est un peu ce qui est illustré, c'est je suis un entrepreneur, je travaille localement avec des gens, je fais l'audit moi-même de la qualité de ce qui est fait, de la qualité de la démarche, des produits, comment je source, les conditions de travail, etc. Ça, je peux le faire à petite échelle. Si je suis CMA, CGM et je travaille avec 400 entrepôts partout dans la planète, avec des sous-traitants logistiques, on achète des chariots élévateurs chez un mec en Thaïlande. Bon, tout ça, comment c'est fait? Le seul moyen d'agréger tout ce savoir et de le traiter, c'est avec la data. Et on a besoin d'agréger cette data, sinon on ne va pas être capable de rendre des comptes à nos consommateurs, qui sont eux justement, on vient de le dire, et c'est tout ce qu'on a essayé d'expliquer pendant ce panel, mais justement, qui sont à la recherche de cette information et qui veulent l'intégrer finalement dans leurs décisions d'achat, dans leur voilà, ils sont à la recherche de cette information, et oui, la data, c'est un enabler absolument clé, et sans les systèmes d'information modernes qu'on a aujourd'hui, cette transition, elle ne pourrait pas avoir lieu, et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu lieu avant et qu'elle a lieu aujourd'hui, tout simplement. Très bien, donc on est tous amis du coup. On a tous besoin les uns des autres. Ah, Tant mieux. Tant mieux. Donc pour conclure cette table ronde, j'ai envie de vous poser la question. Donc où vous serez en 2031? Qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui en 2031? Qui veut commencer cet exercice de prospective? Alors, peut-être un point, mais qui est plus politique finalement. En France, c'est facile de cranter la parité. Il y a d'autres inégalités et d'autres finalement et d'autres besoins de diversité et de mixité qu'il va falloir aborder politiquement et lever certains, à mon avis, réticences, notamment sur des statistiques. Et je pense que ça peut être un joli combat politique à mener. Ah bah, très bien, Jeanne. Très bien, très beau combat. Je ne nomme pas... Tout à fait, mais je crois que c'est bon. Alors, vas-y Lisa, qu'est-ce que tu feras en 2031, toi? Tu seras où? C'est quoi ton rêve? Mon rêve? Oui, de société, d'entreprise. Et elle en sera où, la cagole? Ben, j'espère qu'elle en sera loin, non? Pour moi, mon objectif, c'est de grossir, forcément, mais tout en respectant mes valeurs. Je pense que c'est un challenge et on va le faire. Mais voilà, avoir plus d'économie d'échelle, pouvoir aussi inspirer d'autres projets à naître sur le territoire concernant l'upcycling, pouvoir bien structurer tout ça pour voilà, être une entreprise éco-responsable qui va vivre dans le temps et qui va inspirer, j'espère, d'autres. Voilà. Tant mieux, on l'espère aussi. Paul-Adrien, toi, qu'est-ce que tu feras en 2031? Ben, nous, la vraie ambition, c'est d'accompagner finalement l'évolution des modes de vie en ville. Voilà, en ayant tout ce parc de véhicules qui permet d'aller d'un point A à un point B hyper simplement, et d'éviter finalement la cannibalisation de tout ce nouveau marché par un grand groupe qui ne sera pas français puisqu'on est le seul. Donc, non, l'objectif, c'est vraiment voilà, d'accompagner ces transitions et de promouvoir finalement cet aspect ultra local à travers cette mobilité circuit court telle qu'on le fait, où les habitants sont impliqués dans le service. Et l'autre gros objectif pour nous, c'est la production de nos véhicules. Aujourd'hui, finalement, on est victime du fait qu'on n'ait pas ces capacités de production sur le territoire. C'est un gros combat qu'on mène d'essayer de reproduire finalement les cadres, la partie vraiment mécanique de nos véhicules sur le territoire français. Et voilà, on a plein d'initiatives dans ce sens-là. Et l'objectif, d'ici 10 ans, j'espère que ce sera possible. Et j'en suis assez convaincu. Donc, bon, s'il y a des constructeurs de vélos dans la salle qui se manifestent, pour toi, Noël, c'est quoi ton agenda 2031? Alors c'est un peu loin, mais une de nos ambitions, c'est de garder notre avance qu'on a sur le marché d'outils de scoring, de pilotage et de communication de l'impact. On est les seuls au monde aujourd'hui avec cette technologie-là, et on va aller très vite et partir à l'étranger. Et c'est important qu'il y ait un seul outil global pour que ce soit vraiment un standard, notamment parce qu'il y a deux pièges dans lesquels les entreprises tombent parfois quand on communique l'impact. Le premier, c'est qu'elles vont parfois communiquer un impact absolu. J'ai évité tant de tonnes de CO2, j'ai planté tant d'arbres, et en fait cet impact absolu n'a aucun sens dans la communication, c'est du pur greenwashing. Si Uber nous disait j'ai 1 million de véhicules électriques sur les routes, mais que ça représente 1% de sa flotte, ça n'a aucun sens de le comparer avec un Marcel Cab qui a peut-être 500 véhicules électriques sur les routes, mais c'est 80% de sa flotte. Donc il faut toujours parler en impact relatif et pas en absolu. Et quand on parle d'impact, il faut aussi parler de tous
ces enjeux. Pas simplement ce que je veux montrer, mais vraiment tous ceux qui vont être importants, même là où je ne suis pas bon. Et on voit apparaître des façons de communiquer de la part des entreprises, en France et ailleurs, qui tombent dans ces pièges de faire du greenwashing en impact absolu ou en masquant certains éléments. Et donc on veut imposer cette manière de faire qui soit transparente et sans greenwashing, en France, mais demain partout dans le monde. Très beau, très beau challenge et bon courage à toi. Claire, toi, elle sera où la CMA-CGM? Sur quels océans? Alors, moi, je dirais, ça sera une entreprise plus grande encore. CMA-CGM, depuis sa création, c'est 43 ans de croissance et ça va continuer. Je rajouterais peut-être encore plus multimodale qu'elle n'est aujourd'hui. La multimodalité des moyens de transport, je pense que ça va se développer. Elle sera forcément beaucoup plus verte qu'aujourd'hui. Il y a une grande volonté derrière et c'est ce qui est attendu et c'est ce que l'on doit pour protéger le bien commun qu'est notre terre, nos océans, que sont nos océans. Et puis je rajouterai aussi plus solidaire peut-être. En tout cas, à travers la fondation CMA-CGM, il y a déjà énormément d'actions de solidarité dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui font aussi partie des attentes des citoyens de la société. Voilà ce que je dirais. Plus grande, multimodale, verte et solidaire. Beau projet aussi. Ben, merci à tous. Merci pour d'avoir participé à cette belle table ronde. Donc, c'est la fin de la matinée, messieurs, dames. Je vous laisse tranquillement rejoindre le parvis où il y a des food trucks à votre disposition. Et on se retrouve à 14h15 pour la deuxième mi-temps. Alors, si je peux me permettre, Merci. à côté des food trucks, vous verrez des vélos électriques de place à essayer, le double pony. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous fera faire des petits tours. Adoptez un poney. Though I know